Bon, bah, pour commencer, merci à vous d'être présents. C'est un plaisir et un honneur de participer comme conférencier. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à choisir comme sujet plutôt Mithridate Dupont au début, mais comme je me suis dit que j'avais peut-être envie de recommencer à être conférencier, on allait peut-être attendre un petit peu. Donc, on va faire un sujet plus sage pour commencer. Alors, je vous cacherai pas que le sujet était un petit peu un challenge, parce que j'ai accepté le titre. Mais j'avais aussi très envie de parler de plein de sujets autres et divers en plus des États-Unis et du Canada. Donc j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que j'allais appliquer la méthode Philippe, qui consistait à ne pas parler du sujet pendant la première moitié et revenir dessus par un habile tour de passe-passe rhétorique. Donc c'est ce que je vous propose de faire. Donc je vais commencer par un rappel que je vais essayer d'être assez rapide sur le parcours national d'un point de vue théorique. Ensuite, on va revenir ensemble sur le Canada, comment est-ce qu'il s'inscrit dans le parcours national théorique, de manière un petit exercice pratique. On va faire un petit zoom sur le cas québécois, qui est intéressant en soi, vous allez voir, pour finir par revenir via donc un habile tour de passe-passe rhétorique au sujet initial, qui est la situation stratégique actuelle du Canada vis-à-vis des États-Unis. Donc c'est parti, on va commencer par une petite partie, un petit rappel théorique, que je vais espérer être pas trop long. Je vais me lancer mon petit chrono à côté de moi là. Petit rappel théorique sur le parcours national. Donc je vais republier des petites images que j'ai mises que je mettais déjà dans le canal Telegram. Donc pour ceux qui ne suivent pas le canal des compagnons, je vous invite à venir. Elles sont disponibles sur le canal de recherche. Alors un pays dans son parcours national historionomique, ça commence par quoi? Au début, ça commence par une phase qui est pré-féodale. Par exemple, typiquement l'Europe au 9e, 10e siècle, dans lequel on a des élites qui se forment dans une société, qui commencent tout doucement à se former, mais il n'y a pas encore d'organisation systématique de l'État. Donc, les marqueurs institutionnels de cette phase, c'est typiquement, on va voir réapparition d'une monnaie numéraire sans qu'il y ait encore d'impôts systématiques. On a des impôts, mais ils sont pas réguliers. Il n'y a pas encore d'assemblée représentative réelle non plus de la population. Donc on a des gueux, des serfs et des élites au-dessus d'eux qui sont structurés, ce sont des liens vassaliques d'homme à homme direct. Donc il n'y a pas encore forcément d'économie écrite, il n'y a pas de communication, de technologie de communication très développée. C'est du homme à homme, c'est du lignagé, c'est du lien vassalique. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un proxy. Il y a un marqueur qui va être très intéressant dans le parcours historionomique, c'est l'homogénéisation socioculturelle. Alors pour ceux qui suivent régulièrement les lives de Philippe en direct et qui se posent tous les soirs après avoir écouté le live, qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Ça va leur parler. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est l'occasion de débroussailler un petit peu. À ce stade, l'homogénéisation socioculturelle est très faible. C'est les oligarques et leurs familles. Dans un deuxième temps, vous entrez en une phase féodale. Donc là, typiquement, ça va être l'Angleterre, la France du 11e, 12e siècle. Et là, les marqueurs institutionnels qui apparaissent, c'est que vous avez un exécutif symbolique. Alors délibérément, je vais pas parler de suzerain parce que suzerain, ça implique un monarque. Mais potentiellement, ça peut être un magistrat, quelqu'un d'élu par un tout petit cercle. Mais donc, vous avez un exécutif symbolique qui est souvent le chef de guerre. Vous allez avoir un conseil des grands féodaux, des gens qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, de lignagé vassalique. Et le territoire commence à avoir un statut juridique. Donc, vous avez un royaume, une république, un état, une principauté qui se met en place. Et un marqueur fort, c'est vous avez l'apparition des premiers impôts en numéraire, donc c'est pas des impôts en nature, c'est des impôts en monnaie réguliers qui se mettent en place. Quand vous pensez à la France du 11e, 12e siècle, l'Angleterre pareil. Vous avez une homogénéisation socioculturelle qui commence à démarrer tout doucement. C'est-à-dire que vous allez avoir un sentiment de la part du sommet de la chaîne féodale, une forme de on est des pairs, on est des égaux, on se connaît un peu entre nous. La phase féodale dure 50 ans, 100 ans, parfois plus. Et elle va tout doucement se transitionner vers la phase oligarchique. Alors qu'est-ce que c'est que la phase oligarchique? C'est que l'homogénéisation du haut de la chaîne devient telle que il y a un progrès, une forme de progrès technique. Le progrès technique, ça va aussi couvrir les moyens de communication. Donc vous devenez progressivement capable d'échanger avec des gens que vous voyez pas directement dans votre cercle immédiat. Ce qui veut dire, concrètement, vous êtes capable de mettre en place une administration, des gens qui vont diffuser votre bonne parole ou votre autorité, beaucoup plus loin que votre cercle direct de vassaux, de grands féodaux. Donc vous avez des administrations qui se mettent en place au niveau du suzerain, du haut de la chaîne,
et au niveau de ces grands féodaux. Donc vous avez aussi une apparition potentielle, donc ça dépend du contexte, on va dire, anthropologique de la population. On l'a vu que par exemple dans les pays arabo-musulmans, c'est pas forcément le cas. Ça peut être plutôt des armées d'esclaves qui assurent la bonne parole du suzerain et des oligarques, mais vous pouvez avoir une apparition des élites mobilières, c'est-à-dire les assemblées des gens qui assurent cette transmission d'informations, cette administration. Et un phénomène caractéristique qui peut apparaître, qu'on va retrouver dans l'Angleterre du XIIIe à la France du XIIIe, XIVe siècle. Vous pouvez avoir un suzerain très puissant qui va avoir un maximum d'autorité, parce qu'il a accumulé les réseaux vassaliques, les liens lignagés sur plusieurs générations, et qu'en plus, à titre personnel, la nature a bien fait les choses, il a été sélectionné pour un très fort caractère. Vous avez un Édouard Ier en Angleterre qui va soumettre le pays de Galles et qui va essayer d'envahir l'Écosse. Vous avez Philippe le Bel qui va essayer de soumettre l'intégralité du territoire de la couronne de France et montrer son autorité à tous ces féodaux. Ça, c'est le pic féodal avant la transition vers le pouvoir oligarchique. Parce que malheureusement, le système féodal, ça dépend encore très fort de la personnalité du sommet de la chaîne. Si vous avez un suzerain faible, les oligarques se liguent et s'organisent pour le dégager. Et c'est exactement ce qui correspond à la transition vers le système oligarchique. C'est que les oligarques sont désormais suffisamment bien organisés, se connaissent, en fait, ont une conscience de classe. On est un peu dans le marxisme ici. Les oligarques ont une conscience de classe qui va leur permettre de s'organiser pour mettre en place un système où c'est désormais eux qui ont en quelque sorte l'avantage. Donc l'homogénéisation culturelle s'est étendue à eux et à leur administration directe, et ils mettent en place un système où, d'un point de vue institutionnel, dans la phase oligarchique, c'est typiquement la République romaine, tout en haut vous avez une chambre haute, c'est elle la vraie source du pouvoir, donc c'est le Sénat romain, le Sénat américain aussi, qui est en fait l'assemblée des oligarques. L'exécutif, c'est juste l'arbitre entre les oligarques, et la chambre basse sert juste à valider la légitimité des décisions de l'élite. C'est une forme de validation populaire. On consulte pas encore la population. Si le système électoral il y a, il sert juste à dire, vous voyez, je suis légitime, en fait. Et dans ce système-là, les juges, donc le système juridique, sert de contre-pouvoir général à l'exécutif pour qu'il s'avance pas trop loin. C'est comme ça qu'il est taillé. La Cour suprême US est taillée comme ça. Les cours judiciaires dans la Rome antique aussi. Alors là, je vais m'éloigner un petit peu, parce que ce que je présente ici est globalement du canon historionomique. Ça correspond pas mal à aux dernières vidéos que Philippe a présentées sur le parcours national. Dans la mesure du possible, quand je m'éloigne du canon, je vais le prévenir. Ou quand c'est la pensée un peu hétérodoxe, d'une pensée qui est déjà hétérodoxe à la base, donc la double hétérodoxie. Moi, je voyais dans la phase oligarchique en plus, une lutte entre deux classes d'élites, des élites immobilières, donc attachées aux rentes rurales, à la valorisation du territoire, donc typiquement les grands oligarques ruraux de la phase féodale, et une élite mobilière qui est attachée aux technologies de l'information, justement, au fait d'avoir une économie monétaire, à pouvoir faire du commerce, à pouvoir faire des échanges numéraires, donc de la spécialisation du travail. Cette élite mobilière participe à l'administration. Donc, typiquement, dans la République romaine, vous avez la classe sénatoriale, c'est l'élite immobilière, à peu de choses près. Et la classe mobilière, c'est les equites, c'est les chevaliers qui fournissent en plus donc les cadres de l'administration, qui fournissent une élite financière. Donc vous avez un affrontement entre ces deux élites qui va rythmer toute la phase oligarchique. Et par-dessus là, vous avez un système électoral qui est extrêmement baroque, parce que c'est pas des élections universelles, c'est des élections indirectes, vous avez un collège électoral comme aux États-Unis, vous avez tout un tas de façons de truander le système en mobilisant certaines catégories d'électorats au bon endroit pour obtenir la validation. Donc ça, c'est la phase oligarchique, qui dure facilement 100-150 ans, et qui va progressivement évoluer vers donc une transition vers l'absolutisme. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qu'on observe, donc Philippe a fait un livre entier là-dessus, ce qui est Alcizars. C'est que vous avez un système où la logique de l'administration, la logique de l'économie immobilière, on peut pas l'arrêter. L'économie va de plus en plus s'améliorer au fur et à mesure que l'homogénéisation de la société progresse. Il y a la petite barre verte là qui continue à descendre. Donc il y a de plus en plus de gens, la classe immobilière grossit, sa clientèle grossit aussi. Et progressivement, l'élite immobilière, l'élite rurale se rallie à cette classe et elle va abandonner du coup une partie de sa propre clientèle. Donc les clientèles rurales vont être abandonnées et à un moment donné, il va y avoir une tension sociale qui s'accumule, parce qu'il y a des gens qui sont laissés pour compte, qui participent plus à la société. Donc vous avez des guerres sociales à Rome, vous avez des guerres sociales dans d'autres circonstances.
Et vous avez une figure populiste qui apparaît, qui récupère la clientèle abandonnée et qui renverse le système. Sauf que le système, on peut pas l'arrêter, on peut pas détruire, on peut pas régresser dans l'administration. Donc la figure populiste renverse la table en mettant l'administration sous tutelle de l'exécutif plutôt que de la détruire. Et c'est la caractéristique de la phase absolutiste. Phase absolutiste, les marqueurs institutionnels, c'est quoi? C'est que cette figure populiste, qui s'est en quelque sorte introduit dans le système, il va mettre en place une administration qui lui répond directement à lui, parallèle, qui ne répond plus du coup face au Sénat. Donc vous avez les grandes agences à trois lettres américaines, le FBI, la CIA, le HHS, des choses comme ça qui se mettent en place, qui répondent au chef de l'exécutif et qui répondent plus trop à l'Assemblée des oligarques. Le chef de l'exécutif va écraser les dernières révoltes féodales et oligarchiques. Donc cette phase absolutiste, c'est typiquement au début du XVIIe siècle en France, ça se met en place. Donc là, il y a eu les guerres de religion qui correspondent à la guerre sociale française. Vous avez la mise en place d'absolutisme sous Henri IV, Louis XIII. Et progressivement, ce qui se passe, c'est que le chef de l'exécutif étant désormais maître chez lui, il a plus à discuter du pouvoir avec personne, il a plus de toutes les ressources de la société. Il va avoir un pic impérialiste. Il va vouloir s'étendre, il va vouloir grossir, il va vouloir régaler sa coalition, ses oligarques par des conquêtes externes, par de la conquête extensive, par la richesse extensive. Et il arrive un moment où on peut plus, parce que vous avez rincé toutes les richesses, toutes les ressources de votre pays, vous êtes agrandi au maximum, vous butez sur des murs mécaniques. D'autant plus que comme vous faites la croissance extensive, vous arrivez aux limites logistiques de votre société, que l'économie ne suit plus. Donc c'est Louis XIV qui épuise la France pour être finalement vainqueur dans la guerre de succession d'Espagne. C'est Élisabeth Ier qui épuise un petit peu l'Angleterre dans une première politique coloniale. Vous avez épuisement de la phase impériale, et du coup l'administration commence un petit peu à relever la tête, c'est à s'autonomiser. Donc vous passez en mode ancien régime. Alors là je me rattache au canon historionomique, qui est que c'est la phase que Philippe a identifiée comme étant 50 ans, 70 ans avant la Révolution nationale. Et ce qui se passe dans cette phase-là, c'est que donc vous avez établi un empire qui atteint sa taille maximale. Et alors là, je introduis des éléments hétérodoxes, donc Philippe validera ou ne validera pas. Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous avez le fond de l'élite, c'est-à-dire typiquement la noblesse de robe, la très haute bourgeoisie, qui prend le pas sur la haute aristocratie. La légitimité de la haute aristocratie, elle vient d'où? Elle vient de la conquête victorieuse. Quand vous arrivez au bout de la conquête, vous croissez plus, votre légitimité, elle se tasse, elle s'écroule. On se demande, vous servez à quoi si vous servez plus à conquérir? Donc, la noblesse de robe, la haute bourgeoisie prend le pas sur les grands aristocrates, et les grands aristocrates, ils peuvent plus s'étendre. Donc, si vous voulez faire augmenter la taille du gâteau, des ressources à partager, faut investir dans la population, dans le pays. Et typiquement, la phase d'Ancien Régime, c'est le moment où on active le développement culturel de la population, une homogénéisation culturelle maximale. C'est le moment où l'élite autorise la population, typiquement au début XVIIIe siècle en France, à s'instruire, à s'alphabétiser. Donc vous avez très souvent dans ces phases-là un décollage de l'homogénéisation culturelle porté très souvent dans les phases modernes par l'alphabétisation qui s'accroît. Et alors ça, évidemment, c'est un piège, parce que quand vous donnez des armes aux gueux, ils finissent par se retourner contre vous. Après 70 ans d'Ancien Régime, vous avez une révolution nationale qui arrive. Alors dans la révolution nationale, c'est très intéressant, c'est que vous avez la barre verte qui commence à être pas mal descendu vers le bas. Donc, ce qui veut dire que l'homogénéisation s'est fortement accrue. Les gens discutent entre eux. Vous avez déjà 20-30% de la population qui parle la même langue. C'est-à-dire que tous les bourgeois se contraignent entre eux sur tout le territoire. C'est beaucoup, en réalité. Et donc, vous allez avoir la concurrence entre deux systèmes. C'est que d'un côté, vous avez plein de gens qui font pas encore partie des élites, mais qui aimeraient bien y rentrer. Donc vous avez la moyenne bourgeoisie qui dit on voudrait bien rentrer dans le système, on est tellement nombreux, comment on s'organise pour assumer le pouvoir? Quand un pouvoir qui s'organise à beaucoup de gens qui ont une conscience de classe assez développée, c'est naturellement le parlementarisme. C'est la forme naturelle d'organisation des sociétés, de confiance de masse ou d'homogénéité sociale de masse. Mais il y a un système concurrent qui sont les extrêmes. Parce que quand vous avez des gueux qui sont alphabétisés, vous pouvez leur mouliner le cerveau avec de l'idéologie. Et des fois, vous n'avez même pas besoin de les forcer, ça va tout seul. C'est un phénomène anthropologique.
Donc le système concurrent au parlementarisme, c'est on va dire des systèmes plus minoritaires basés sur des extrêmes. Donc vous allez avoir des oscillations violentes pendant la Révolution nationale entre, on fait une petite tentative de régime parlementaire au début. Vous avez une montée aux extrêmes, ça part un peu trop aux extrêmes, donc les centristes ils reviennent vers un système un peu plus thermidorien, un peu plus République de Weimar, un peu plus stable. Puis vous avez une nouvelle remontée, une nouvelle tentative d'extrême, où vous avez là une figure autoritaire, donc l'impérialiste revanchard, vous avez Napoléon, vous avez Cromwell qui arrive, et qui mobilise à nouveau la population de manière idéologique pour un régime autoritaire. Alors ce qui fait que de toute façon la figure autoritaire finit par s'écraser, c'est que soit il essaye de s'étendre à l'extérieur, donc c'est l'impérialiste revanchard, il a moyen de le faire, il a moyen de prouver que son pays est encore un empire qui vaut le coup, et il finira par perdre, parce que quand vous avez la terre entière contre vous, vous finissez par perdre. Ou l'autre possibilité, c'est que vous avez besoin de purger en permanence vos soutiens. C'est Staline. C'est vous devez les gens qui sont un peu trop confortables dans le parti, il faut les purger régulièrement. Et plus vous purgez, plus vous devez remplacer par des gens qui sont un peu moins compétents à chaque fois. Donc à la fin, l'impérialiste revanchard, qu'il ait essayé de se mesurer au sein du monde ou pas, il finit par tomber parce qu'il y a eu purge permanente de ses soutiens jusqu'à ce que ses soutiens lui disent « Ok, on n'arrive plus à faire fonctionner le système ». Et à ce moment-là, vous entrez en phase restauration, et la phase restauration s'affaiblit jusqu'à ce que la moyenne bourgeoisie, les gens qui disaient au début on est peut-être assez homogène maintenant pour faire société ensemble et un système parlementaire, reprennent le dessus, et vous avez une glorieuse révolution. Donc les marqueurs institutionnels de la phase parlementaire, c'est que, Philippe en a déjà très souvent parlé en live, c'est que vous avez une chambre basse élue à la quasi-proportionnelle. Je dis quasi parce que les formes typiquement les plus archaïques de la phase parlementaire, comme le parlementarisme anglais, c'est pas du proportionnel, mais quand ça a été mis en place, ça marchait quasiment comme ça. Donc la chambre basse est la source du pouvoir, c'est la source de la légitimité populaire, et l'exécutif est issu de la majorité de la chambre basse. Donc ça c'est un élément marquant. L'exécutif sort de la représentation populaire, et il lui est soumis. Donc le Parlement peut faire tomber l'exécutif si l'exécutif bafoue le pacte avec les électeurs. Et par-dessus ça, vous avez un chef de l'État qui est symbolique, qui sert le garant des institutions, et une chambre haute qui n'est plus que la représentation des territoires. Donc voilà, on arrive à ce stade où l'homogénéisation socioculturelle est maximale ou quasi maximale, ce qui signifie que vous êtes dans une société de confiance de masse. Anthropologiquement, c'est le moment où vous considérez les autres citoyens de la société comme des membres de votre famille proche. Vous pouvez leur faire confiance, vous pouvez leur confier les clés de maison, pas forcément les clés de votre maison, mais vous pouvez leur confier vos économies, vous pouvez leur confier un contrat, vous pouvez être relativement sûr à 99% que ce sera exécuté et que la personne ne va pas essayer de vous poignarder dans le dos. C'est la société qui est le résultat de 6 siècles d'homogénéisation socioculturelle. Donc on a vu toutes ces phases de parcours, et donc le proxy du parcours national, c'est cette fameuse homogénéisation socioculturelle qui part du haut, et qui descend progressivement à toutes les couches de la société, au fur et à mesure que les gens discutent entre eux, acquièrent la même culture, la même langue sur un territoire commun. Et donc là, on va s'écarter un tout petit peu du canon, mais c'est un canon, c'est quasiment validé par Philippe, il pourra revenir par-dessus après. Donc ça se regroupe très fort avec une autre théorie de sciences sociales qui est la théorie du sélectorat de Kinder Bueno, dit aussi de son vrai nom Bruce Bueno de Mesquita. Donc la théorie c'était que les équilibres au sein d'une société c'est caractérisé par ce qu'il appelle le sélectorat et la coalition gagnante. Alors sur le graphique, la coalition gagnante c'est la courbe de gauche, l'axe de gauche, l'axe des ordonnées, et le sélectorat, c'est l'axe des abscisses, ce qu'il appelait W pour la coalition gagnante et S pour le sélectorat. Très rapidement, la coalition gagnante, c'est les gens qui sont effectivement au pouvoir, c'est l'élite au pouvoir, et le sélectorat, c'est les gens qui sont assez compétents pour rejoindre cette élite au pouvoir au cas où. Donc en gros, vous avez un dirigeant qui contrôle la société, vous avez un exécutif, vous avez une élite qui sert à tenir la société, et puis quand il y a des membres de l'élite qui commencent à gonfler le dirigeant peut aller piocher des gens du sélectorat, il renouvelle un peu l'élite et il garde la main. Et ça recoupe très très fort l'équilibre en fait le parcours historionomique. Ça recoupe aussi très très fort la théorie du clivage historionomique, à savoir que l'homogénéité socioculturelle c'est un peu le sélectorat. Pourquoi ? Parce que
pour être capable de coopérer ensemble pour contrôler un système, vous devez vous connaître, vous devez savoir, vous devez avoir confiance les uns envers les autres. Si vous n'êtes pas homogène culturellement, vous pouvez pas faire partie d'un sélectorat commun. Donc le sélectorat, c'est un proxy de l'homogénéité socio-culturelle. Et vous voyez sur le graphe, bah, un État-nation va progresser sur cet axe, tout doucement, en 6 siècles, et régulièrement, bah, la coalition gagnante, les gens qui sont au pouvoir, va changer. Donc typiquement, la phase féodale, elle commence, vous avez une très faible homogénéité socioculturelle, mais la coalition gagnante, elle est très faible aussi, parce que ce ne sont que quelques très grands féodaux. Et le reste de la population compte pas, parce que le reste de la population, ils sont trop pauvres, trop peu, on va dire, cultivés, trop peu intégrés, pour être capables de s'opposer à toute forme d'élite, en fait. Donc la population extérieure au sélectorat ne peut rien faire, elle subit. Et au fur et à mesure que le sélectorat grandit avec le progrès, bah, de temps en temps, le dirigeant doit lâcher du lest et intégrer des nouvelles personnes au sélectorat. Donc, typiquement, la phase oligarchique, bah, on fait intégrer un grand groupe de nouvelles personnes au sélectorat, donc W augmente. Donc, vous voyez sur le petit schéma, phase féodale qui vient ici. Vous avez Édouard Ier, Philippe le Bel, qui arrive au maximum du pouvoir qu'un système féodal permet. Ça crache. Vous avez la très haute bourgeoisie qui signe un pacte oligarchique et dit bon maintenant on reprend le pouvoir. Donc on entre en phase oligarchique. Donc la coalition gagnante grandit, mais elle n'est pas encore très large. C'est-à-dire que par rapport à la population totale, elle n'est pas encore très large. La phase oligarchique, bah une fois qu'ils sont installés au pouvoir, ils s'en accommodent très bien, ils restent ensemble. Hein. Sauf que bah le progrès technologique, le progrès social, la communication font que les gens continuent à s'homogénéiser et à un moment donné, bah plus vous êtes bas sur ce graphique, plus vous êtes bas en fait sur ce graphique, plus il y a la tension sociale. Parce que les gens, ils acceptent pas de pouvoir potentiellement faire partie de l'élite, mais de ne pas en faire partie. Donc quand vous êtes trop bas sur ce graphique, vous avez des révolutions. Donc la phase oligarchique entre des phases vous avez des guerres sociales qui vont faire passer le système en phase de l'absolutiste, et vous avez finalement une grosse crise ici, qui est la Révolution nationale, qui va déclencher des expérimentations. On va essayer de faire grossir la coalition gagnante, puis la réduire, puis la grossir, puis la réduire, puis finalement, on va revenir à un système stable, où à la fois le sélectorat, donc l'homogénéité socioculturelle est assez importante, pour supporter une coalition gagnante large. Donc ça, c'est l'État-nation parlementaire tout en bas. Donc ça, on est dans du quasi-canon historionomique. Là où on s'écarte franchement du canon, j'ai mes propres théories sur ce qui se passe après ce point-là, où globalement, on va revenir sous certaines conditions, on va revenir en bas à gauche, après l'effondrement des nations parlementaires, après l'effondrement du système du cycle civilisationnel complet, on revient au stade féodal, mais vous comprenez l'idée globale. Donc ça, c'était le résumé de toutes les phases, et maintenant, ce qui nous intéressait, c'est comment on applique ça à un pays donné. Prenons le Canada, par exemple. Comment est-ce qu'on sait où on est sur le parcours? Donc si on fait un petit résumé rapide, alors il y a plein de petites cases à cocher, plein de petits textes, je vais pas tout lire, j'ai fait des petites images jolies avec ChatGPT pour alléger un peu le texte, mais globalement, phase oligarchique, vous avez un système électoral baroque qui marche pas vraiment, qui sert juste à valider l'homogénéité, et c'est le Sénat qui est la source principale du pouvoir. Système absolutiste, c'est que toutes les vieilles institutions ont été doublées par une administration dévouée au chef de l'exécutif, qui est le vrai patron. Et le vrai patron, c'est généralement un président en phase moderne. Et la phase parlementaire, c'est le vrai patron, c'est désormais la chambre basse qui est élue à un système électoral proportionnel ou quasi proportionnel. Et ça aboutit très souvent à l'émergence d'un État-providence. Pourquoi un État-providence? Parce que quand vous êtes suffisamment homogène socialement pour vous dire n'importe qui dans la société, c'est un peu un cousin éloigné, vous êtes OK pour mettre en commun un certain nombre de solidarités. Donc, l'État-providence, ça découle mécaniquement de l'homogénéité socioculturelle de la phase parlementaire. Donc du coup, j'ai terminé le côté prof Antoine. On va essayer d'appliquer ça à un cas un peu concret, un peu rigolo. Historionomie du Canada. Un parcours national, spoiler, il est pas complet. C'est en fait, je suis pas très éloigné du canon en fait, parce que dans le canon, Philippe a révélé dans son dernier bouquin que les États-Unis ne sont pas en phase parlementaire non plus, ils sont en phase oligarchique et même en transition vers l'absolutisme. Et le Canada c'est pareil. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait que des gens qui sortent globalement d'Angleterre, parce que les colons du Canadien ils viennent aussi d'Angleterre, comment une population qui sort d'un régime parlementaire se retrouve à refaire un schéma complet?
Alors là, je sors du canon à nouveau. Et vous pourrez discuter avec Aurélien s'il est là pour lui le traiter de tous les noms pour lui m'a suggéré toutes ces idées en fait. C'est cruel, mais je me défausse de toutes mes responsabilités. Dans la théorie du sélectorat de Kinder Bueno, la zone grise, on n'y va pas, on n'y va jamais. Parce que normalement, vous pouvez pas avoir une élite plus grosse que toute la population. L'idée intéressante, c'est que si on parle pas du sélectorat, mais de l'homogénéité culturelle, on peut se dire qu'on entre en phase grise, quand en fait l'État explose, et que l'élite qu'il faudrait pour contrôler un pays est plus grand que le pays lui-même. Donc en gros, le pays, il faut le contrôler de l'extérieur. Donc c'est plus un État-nation indépendant, c'est un objet autre, qui n'est pas une société construite, c'est pas une société indépendante, c'est une société sous contrôle étrangère, voire une société coloniale. Alors je pense que c'est un peu ce qui se passe. Quand vous prenez des colons anglais et vous les balancez en Amérique du Nord, qui est un pays complètement vide, un territoire complètement vierge, c'est même Emmanuel Todd, donc je fais encore un croisement qu'il a suggéré, vous avez une forme de régression vers une forme archaïque, une sorte de décompression historiodynamique, parce que ça ressemble furieusement à des diagrammes, des diagrammes de thermodynamique, ça quand même, hein, on peut le dire. C'est pour ça que j'ai choisi décompression comme mot. Vous déplacez une population avancée dans un espace très peu dense, l'homogénéité elle régresse, parce que c'est beaucoup plus dur de discuter avec votre voisin quand il est à 50 km pour la ferme la plus proche. Donc vous retournez ici. Par contre, au début, la coalition gagnante est quand même élevée parce que vous êtes loin de tout le monde, donc c'est dur de vous contrôler. Une fois que vous redensifiez le pays, vous retournez à une phase féodale et vous pouvez recommencer votre parcours. Donc c'est probablement ce qui s'est passé pour la colonisation de l'Amérique du Nord et probablement pour beaucoup d'autres colonisations, c'est que vous prenez les populations là tout en haut et elles vont régresser vers une forme archaïque du fait de la chute drastique de densité en Amérique ou dans d'autres cadres. Donc c'est comme ça que l'Amérique du Nord redémarre un parcours complet au XVIIIe siècle. Et c'est aussi ce qui se passe pour le Canada, vu que c'est juste à côté dans les mêmes conditions. À l'origine des nations coloniales, vous avez des colons européens que vous balancez dans un territoire complètement vierge. Alors ça, c'est le Samuel de Champlain qui débarque en Amérique du Nord. Et vous avez une population de colons canadiens qui démarre une phase féodale à peu près en 1791. Alors pourquoi j'ai choisi 1791 ? Donc là on est dans le vif du sujet. C'est vous avez un acte constitutionnel qui établit, on va dire, la première institution canadienne. C'est quoi ? Vous avez un gouverneur nommé par le gouvernement britannique, un conseil exécutif consultatif, un conseil législatif qui serve de Sénat, et une assemblée législative. Apparemment, ça ressemble au régime parlementaire britannique. Mais en fait, en réalité, ça fonctionne pas, parce qu'il y a plein de mécanismes de veto qui truandent le système, et ce qui fait que tous les pouvoirs appartiennent au Conseil, qui est dominé par une élite féodale. Donc, comme aux États-Unis, on a les apparences, et ça c'est dans El César aussi, on a les apparences d'un régime parlementaire, en réalité dans une phase féodale, parce que le système est complètement trusté par une petite élite de gens qui se connaissent tous. Et ça, en plus, au Canada, ça porte un nom, parce qu'à partir de 1815 et à la fin de la guerre contre les USA, entre 1812 et 1815, dans le Haut-Canada, qui deviendra l'Ontario, ça s'appelle le Family Compact. C'est un réseau de pouvoirs officieux qui contrôle toute la province, de quelques dizaines d'individus. Et dans le Bas-Canada, ça s'appelle la clique du château, le château étant le siège du pouvoir à Québec, composé des grands bourgeois anglophones ou anglophiles, qui font à peu près la même chose. Donc les patrons de ces groupes de réseaux humains, de ces groupes vassaliques, de ces groupes féodaux, contrôlent intégralement le système. On est dans une phase féodale totale. Vous avez ensuite, mécaniquement, l'étape suivante, la transition féodalo-oligarchique. Il y a des gens qui sont pas très contents de cette situation, et quand ils commencent à son embrouille, ils l'expriment. Vous avez une phase de révolte qui s'appelle, le Bas-Canada de Ville-Québec s'appelle la rébellion des patriotes. Dans le Haut-Canada, c'est juste la rébellion du Haut-Canada. Petite illustration de la révolte des patriotes. Les électorats des parlements, qui sont donc la classe montante, le sélectorat, l'accroissement de l'homogenisation sociale, ils envoient leur doléance à Londres en 1834 en disant, à un moment donné, c'est quand même pénible que les conseils décident tout pour à notre place. Londres les envoie se faire voir. Donc ils font une rébellion. Donc vous avez les deux rébellions dans le Haut et le Bas-Canada. Et Londres finit par réagir en disant on peut pas tenir un pays qui est en rébellion constante. Nous on a un cahier des charges à tenir qui est exploiter le pays sans que ça nous coûte trop cher. On va restructurer un peu le pouvoir. Donc acte d'union de 1840. On crée une structure qui coiffe les deux Canada. Alors gros avantage, c'est que ça permet de noyauter les francophones avec des anglophones. On reviendra dessus, mais voilà, et on dote le tout d'une assemblée législative qui est très censitaire.
Donc, on entre désormais dans l'élite via l'argent. L'élite est un peu plus large, mais l'élite est pas très large non plus. J'ai laissé ça dans un système censitaire. Mais désormais, le Conseil législatif est responsable devant l'Assemblée. Donc, en fait, on est en train de passer dans un système oligarchique où, l'élite définie par le sens a mis en place un système codifié, légal, juridique pour contrôler le pays. Donc les institutions oligarchiques, cette transition, elle culmine jusqu'à l'acte de l'Amérique du Nord de 1867, qui marque l'indépendance, on va dire, symbolique du Canada. Donc en 1867, c'est le début c'est l'établissement de la Constitution canadienne, l'établissement de la Confédération. Alors là aussi, c'est très rigolo parce que on parle aujourd'hui de Confédération du Canada, et qui est en fait un processus et pas le nom du pays, parce que le premier ministre de l'époque, le bonhomme qui est devenu premier ministre en 1867, parlait de confédération pour essayer de convaincre les provinces les plus rétives à se mettre ensemble, à se structurer. C'est une confédération. Donc, au cas où vous auriez des doutes, une confédération, c'est censé être un lien moins fort, plus souple qu'une fédération. La Suisse est une confédération. Vous êtes un canton suisse, vous êtes maître chez vous. Les États-Unis sont une fédération. Vous êtes un membre de l'Union, vous ne pouvez plus partir depuis 1865, vous ne pouvez plus partir comme vous voulez. La nuance est forte. Le premier ministre du Canada a emberlificoté son monde en disant on est une confédération alors qu'en fait non. Petite astuce historique, c'est toujours rigolo. Donc cette loi constitutionnelle, elle établit la structure politique moderne qui ressemble beaucoup à l'Amérique. Donc on fait une petite correction de l'Union, on tient compte des équipes démographiques, bah oui, les Anglos sont devenus plus nombreux que les Franco, on en profite. Il y a une Cour suprême, on décentralise, il y a des provinces qui sont autonomes d'un point de vue du budget, du point de vue de la justice, de plein de choses. Une chambre haute siège du pouvoir, une chambre basse élue par circonscription, selon un scrutin uninominal qui permet d'avoir des majorités même quand on n'est pas majoritaire dans la population, c'est magique. Et des pouvoirs d'exception prévus pour le Premier ministre fédéral au cas où. Ça peut toujours servir. C'est comme aux États-Unis, donc là je vais pas revenir sur l'intégralité de Haile Caesars, mais ça fonctionne pareil. Donc la phase oligarchique démarre. Et alors ça, c'est très intéressant, c'est souvent une phase de très forte croissance économique. Pourquoi? Alors je m'éloigne un petit peu du canon, mais dans une phase oligarchique, vous avez établissement donc d'un système judiciaire légal, donc vous avez une propriété privée qui est reconnue et structurée. Néanmoins, vous avez une forme de concurrence entre deux classes d'élite, la mobilière et l'immobilière, qui assure un certain brassage, une certaine concurrence à l'intérieur des élites. Donc vous avez droit de propriété, le droit à la propriété privée reconnue, et vous avez une très forte concurrence dans les élites. Mécaniquement, vous avez la croissance économique. Donc, un certain nombre d'économistes ont constaté que le Canada, comme d'autres dominions, était parmi les pays qui avaient connu la croissance industrielle la plus élevée, précisément sur cette phase, et c'est pas un hasard. Et vous retrouvez aussi les phases caractéristiques de la période oligarchique. Donc, vous avez création de la police montée du Canada, qui est l'équivalent canadien du FBI, à peu près, à peu de choses ça fait partie du parcours. 1916, le Canada déploie sa première armée de masse permanente, participe à la Première Guerre mondiale. La crête de Vimy est un élément historique marquant du pays. 1935, on crée une banque centrale. Les étapes sont pas forcément dans les mêmes ordres qu'aux États-Unis, mais c'est la même logique. Donc vous avez les phénomènes caractéristiques de la phase oligarchique. L'élite immobilière, donc c'est les Tories, c'est les conservateurs, c'est les barons du rail, c'est les grands manufacturiers protégés, sont protectionnistes, comme aux États-Unis, comme les républicains à l'époque, comme pouvait l'être la classe sénatoriale à Rome. Leur clientèle, c'est les colons du centre, donc la vallée du Saint-Laurent, les maritimes, donc les provinces de l'Est, l'Orange Order, donc un certain nombre de conservateurs religieux. Pendant que les élites mobilières, ce sont les libéraux, au sens politique du terme, de l'étiquette du Parti libéral fédéral, les exportateurs de blé, les banques nationales, donc les banques des provinces en fait, les professionnels urbains, qui sont libre-échangistes. Et la clientèle, ça va être les agriculteurs de l'Ouest, les franco-canadiens, donc les futurs québécois plutôt modérés, qui ont intérêt à tempérer les ardeurs autoritaires des anglos d'Ontario, et les minorités urbaines. Tout ça, c'est comme dans le manuel et comme aux États-Unis, cette période-là. Et un peu plus tôt qu'aux États-Unis, on a un début de transition vers l'absolutisme depuis 45. Alors pourquoi j'ai mis depuis 45? Parce que il y a un marqueur institutionnel important, qui est que pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement fédéral canadien a récupéré le monopole fiscal. C'est-à-dire que c'est lui qui décide des impôts pour tout, alors qu'avant c'était les provinces. Il avait promis de le rendre en 45, il l'a jamais rendu. C'est assez caractéristique que quand l'État central dit il y a plus que moi qui ai le droit d'élever les impôts,
Il a bien voulu en relâcher une partie au Québec, qui a le droit de rajouter ses propres impôts. Il y a une TVA québécoise en plus de la TVA fédérale. On est très heureux de ne pas être sous le contrôle du fédéral au Québec, rien que pour ça, c'est merveilleux. Donc ça commence en 45, les premiers symptômes. Vous avez une convergence des deux élites. Donc j'ai évoqué le fait que l'élite immobilière allait se rallier à l'administration elle aussi. On appelle ça le consensus laurentien au Canada. Vous allez avoir des tiers partis qui ont essayé de récupérer les clientèles qui sont abandonnées. Genre le NDP d'extrême gauche dans les provinces de l'Ouest. Et le bonhomme qui incarne le plus cette absolutisation, c'est Pierre Elliott Trudeau. Alors c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Au moins le nom de famille, c'est le père de Justin. Voilà, c'est déjà une dynastie, ça commence très fort la dynastie, qui augmente massivement les dépenses fédérales, fait des nationalisations, donc c'est lui qui crée Petro-Canada qui a dû être reprivatisé depuis, il met en place des péréquations entre provinces de manière massive, donc en gros il fait grossir l'État fédéral, et il établit un certain nombre de lois de contrôle, notamment la loi C11 récemment sur alors c'est pas lui, c'est son fils, mais le résultat est le même, la loi C11 sur le contrôle des médias ou des choses comme ça. En 82, Trudeau, père, rapatrie la Constitution, c'est-à-dire que désormais le Canada est autonome pour modifier sa Constitution, qui n'est plus localisée à Londres, comme c'était le cas auparavant. Ça aussi, c'est un marqueur fort de l'État central contrôle le système juridique, le pouvoir. Et vous avez un développement accéléré du bureau du conseil privé. C'est la fameuse administration parallèle qui répond à l'exécutif. Donc j'ai mis la photo de Trudeau père, parce que comme vous êtes 95% des gars, mettre la photo de Trudeau fils, ça vous intéresse pas. Alors, est-ce qu'il y a une transition, on va dire brutale, une forme de guerre civile, une guerre sociale au Canada à cette époque, qui est caractéristique de cette transition? J'ai fait suivre ChatGPT, parce qu'en fait, j'ai refilé à mon LLM préféré le résumé théorique que j'ai produit pour voir, est-ce qu'une intelligence extérieure arrive à voir les marqueurs théoriques que j'ai trouvés? Donc j'ai fait comme Philippe, finalement je suis défaussé du travail sur la technologie. Et il m'a dit, la guerre sociale, il y a des éléments au Canada, mais elle est en mosaïque. C'est pas complètement absurde, mais vous avez des éléments. Alors, ce que vous voyez à gauche, ce qu'on appelle la crise d'octobre 70, où le gouvernement fédéral a envoyé l'armée à Montréal parce que le Front de libération du Québec se mettait à enlever, kidnapper et massacrer des gens assez haut placés. Donc, ça fait tâche, donc on envoie l'armée. Pierre Elliott Trudeau avait utilisé ce qu'on appelle la loi sur les mesures de guerre à l'époque, donc ça fait gros bruit. Son fils a employé le successeur de la loi sur les mesures de guerre en 2022 pour mater le Freedom Convoy, donc à peu près tous les Soki modernes du Canada qui étaient pas contents de la tyrannie fédérale sont allés au convoi des libertés et se sont fait marcher dessus, littéralement pour certains par les charges de cavalerie, en invoquant la loi sur les mesures d'exception, qui est la version fils de la loi sur les mesures de guerre. À droite, l'autre image, c'est ce qu'on appelle la crise d'Oka, où le gouvernement fédéral a aussi fait envoyer l'armée et fait tirer sur la foule dans des réserves indiennes, parce que les Indiens voulaient pas payer les impôts globalement, voilà. Donc ça fait tâche. Donc les Soki, on les mate. Le fédéral a gagné la guerre sociale au Canada. Donc là, c'est pour ça que la crise d'octobre, guerre sociale en mosaïque. Donc en plusieurs étapes, vous avez la crise d'octobre 70 face au Québec, une série de crises institutionnelles parce que les Québécois disent on veut bien rester, mais on voudrait nous aussi l'ex Yuli Popiri ou l'ex de Kiwitate, Yulia de Kiwitate pour être intégré au corps social. Donc il y en a une, des conflits avec les Indiens et la répression du convoi libertin en 2022. C'est tout pour le Canada. Maintenant la question, parce que comme j'ai la chance d'habiter je ne suis pas canadien, je suis d'abord québécois, c'est ce que les Québécois disent. Donc j'ai une vision plus précise en plus de la réalité québécoise, qui n'est pas tout le Canada. Et la question c'est, il y a des éléments particuliers dans cette province qu'on retrouve pas dans tout le Canada. Alors c'est quoi les spécificités? Il y a des marqueurs institutionnels qui collent pas pour un Québec qui serait en fin de phase oligarchique. Alors là, non seulement je suis en dehors du canon complètement, mais même là, j'ai encore fait travailler ChatGPT hier, j'ai réfléchi à la question hier soir, parce que même moi je commence à avoir des doutes. Donc si ça se trouve, ces jolies slides, dans 6 mois, elles sont complètement à mettre à la poubelle, parce que les avancées de la recherche historionomique diront que non, l'analyse est foireuse. Donc c'est à prendre avec des guillemets, mais il y a quand même des marqueurs qui collent pas. Genre la clique du château, donc l'élite féodale, elle disparaît en 1840 en phase oligarchique en Ontario, mais elle reste pendant un bon moment au Québec.
C'est bizarre. Ensuite, le Québec, il a un niveau d'État-providence qui est beaucoup plus développé que le reste du Canada depuis les années 60. Dans les années 60, le Québec connaît ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Donc c'est une phase de laïcisation massive de la société, qui était très croyante, très pratiquante, très religieuse, très catholique sur les années 60, et puis d'un seul coup, écroulement. Donc l'Église catholique, qui auparavant gérait la santé et l'instruction, est complètement remplacée par des administrations québécoises, nationales, complètement laïques. Et cette Révolution tranquille, elle n'a pas doublé des structures féodales, elle les a littéralement remplacées. Donc on a un truc qui ressemble plus à des phénomènes qu'on voit dans une révolution nationale que dans une transition absolutiste. Alors, d'où ça pourrait venir donc l'hypothèse, avec un grand point d'interrogation, que le Québec est peut-être effectivement atteint sa révolution nationale. Comment ça se pourrait? Quand on regarde les détails de la formation du Québec, on a une population canadienne-française, c'est comme ça qu'on les appelait avant de les appeler les Québécois, qui tout le monde, donc les 8 millions de Canadiens-Français descendent de 17 000 colons. Donc ça fait une démographie assez soutenue quand même. À l'époque, on parlait de la revanche dans les verseaux pour signifier aux Anglos que on allait quand même les écraser via le nombre de naissances. Ça a été en partie réussi. Toute cette population vient d'une population, donc à France du 17e, qui en a phase absolutiste initiale. Ils sont tous arrivés par le même canal. Les mêmes bateaux affrétés par le roi qui arrivent à Québec et à Montréal, qui passent par les mêmes administrations. On enregistre votre nom en français, vous apprenez le français. Donc je me souviens plus du nom du détaché de la Révolution qui devait vérifier le nombre de gens qui parlaient français en 1789 ou 90. En fait, les Québécois parlaient plus français fin 18e que les Français eux-mêmes. Alors fin 18e, au moment de la conquête des Anglais, 70% des Québécois parlent français. Pas forcément de même maternelle, mais ils le parlent. Et ça, c'est largement lié au processus d'immigration, en fait. Vous apprenez à parler français dans le bateau. Et si à l'arrivée, vous n'avez pas appris, c'est le fonctionnaire royal qui vous oblige à parler français. Et tout le monde s'installe aussi dans la vallée du Bas-Saint-Laurent, qui est le seul endroit où on peut faire pousser du blé dans des conditions acceptables en 1650. Donc, vous avez maintien d'un haut niveau d'homogénéité culturelle, spécifiquement dans le Bas-Canada, dans le futur Québec. Donc, le Québec ne régresse pas, il va continuer à partir là pareil, c'était beaucoup de points d'interrogation là-dessus. On a un mini-régime oligarchique. Donc, c'est d'abord une compagnie privée qui s'occupe de l'exploitation de la Nouvelle-France, du futur Québec. Puis ça marche pas bien, donc Louis XIV dit, ok, je prends les choses en main. Il établit ce qu'on appelle le Conseil souverain, il établit la coutume de Paris, qui devient le régime juridique de la Nouvelle-France. Et le Conseil souverain il perd ses prérogatives au profit du gouverneur nommé par le roi et l'intendant. Donc on passe, en fait, sur cette période-là, d'un régime oligarchique colonial à un régime absolutiste, sur cette période. Typiquement, ça c'est pas 1663, c'est 1701, mais c'est caractéristique de la transition oligarchique absolutiste. 1701, c'est la Grande Paix, où le gouverneur du Québec obtient un accord de paix massif avec toutes les tribus indiennes au cours. On est typique de cette phase de transition par l'absolutisme où la figure populiste rallie les clientèles oubliées en disant maintenant on est tous copains et on va renverser les pourris qui siègent au château à Québec. Vous avez la conquête anglaise qui casse tout. Il y a peut-être une stagnation à ce moment-là d'un point de vue homogénéité socioculturelle, notamment parce que toutes les élites retournent en France. Il reste plus que les bouseux qui restent sur place, parce qu'ils n'ont pas les moyens de reprendre le bateau. Vous avez un bref retour féodal, et vous avez donc l'acte constitutionnel de 1791, qui rétablit une chambre basse élue, mais voilà, qu'on a peut-être une phase oligarchique accélérée au Québec, sous contrôle britannique. Donc ça, c'est une petite illustration de un grand seigneur français qui essaye de se défendre contre le nouvel occupant britannique. Alors, spoiler, ça n'a pas marché. Et du coup, vous avez une phase absolutiste québécoise à partir de 1840. Donc, toutes les mesures institutionnelles au niveau fédéral visent à maintenir les francophones en suggestion politique à cette époque-là. Alors, j'ai essayé de faire l'exercice de découper un peu les étapes. Jusqu'en 1875, à peu près, l'élite, c'est le conseil législatif provincial. Donc, c'est le clergé catholique, la haute bourgeoisie anglophone montréalaise qui maintient le pays. En 1875, vous avez le mécanisme ancien régime qui se met en place. Donc l'église catholique québécoise met en place une infrastructure scolaire complète et l'alphabétisation démarre. Et vous avez une technocratisation du clergé jusqu'en 1960. Alors le monsieur à droite,
C'est un petit peu le Louis XVI québécois, du coup. Donc c'est le sommet de la phase absolutiste québécoise. Donc lui, on l'a beaucoup reproché lors de l'historiographie québécoise. Il a beaucoup reproché d'avoir été en gros le valet du grand capital et de l'Église catholique. Donc c'est des clichés récurrents. Et il est vaincu dans les urnes en 1960. Et on a une révolution nationale. Alors eux, ils l'ont appelée la révolution culturelle. Et pourquoi en 1960 ? Alors là, je vais à nouveau invoquer l'hétérodoxie et l'extérieur du canon. Alors, je vais invoquer Emmanuel Todd. Alors, pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Todd, donc, a fait une théorie des modèles familiaux. Alors, je vais pas avoir le temps de l'explorer aujourd'hui. Mais globalement, ce qu'il dit, c'est que dans un système familial de type famille souche, vous pouvez démarrer l'alphabétisation de masse, comme en Allemagne, comme au Japon, comme en Irlande. Et il faut rajouter l'urbanisation du pays pour fragiliser l'ancien régime et permettre la révolution nationale. Or, le Québec est de type famille souche, la petite tache azur-bleu là-bas au Québec, c'est ça, et l'urbanisation atteint les 50% après 1945. Donc, ça colle. Ça colle aussi, et donc avec les autres marqueurs de doute que j'avais. Donc, la révolution nationale québécoise, ça pourrait ressembler à ça. Vous avez une expérience parlementaire, avec l'élection d'un gouvernement incarné par le Parti libéral à l'époque. Le conseil exécutif est élargi. Ensuite, vous avez une montée des extrêmes, qui culmine notamment avec la crise d'octobre qu'on a vue, le Front de Libération du Québec, qui sont des indépendantistes forcenés qui veulent kidnapper les grands bourgeois et les premiers ministres. Une stabilisation thermidorienne, et le monsieur à droite serait le Napoléon québécois. Alors je pense que s'il y a d'authentiques Québécois dans la salle, ils rigoleraient sûrement sous cap. C'est ce que dit l'historionomie, donc si vous n'êtes pas d'accord, allez voir le monsieur là qui rigole, lui aussi. Et depuis 1985, on serait dans une longue restauration. Alors il y a un autre indicateur fort que j'ai oublié d'indiquer ici, qui est que le conseil législatif le conseil exécutif du Québec, qui est un peu l'incarnation de l'absolutisme québécois en termes institutionnels, a été dissous en 68. Et ça aussi, c'est un indice de révolution nationale. Où est-ce qu'on en est au Québec en 2025 ? Ce monsieur-là, c'est l'actuel Premier ministre François Legault, qui est à la tête de la CAQ, qui est une coalition, on va dire, vaguement populiste, qui est je rigole souvent en disant que c'est un peu le Sarkozy du Nord, il colle toutes les cases. Le clivage québécois depuis 1960, il est marqué par deux axes. Il y a les fédéralistes contre les nationalistes, est-ce que vous aimez plus ou moins les Anglos et Ottawa ou pas, et social-démocrate versus économiquement libéral. Et le principal axe, c'est pas le deuxième, c'est le premier. Et donc, quand le Québec atteindra sa glorieuse révolution, on peut penser qu'il y a un des deux qui va devenir prioritaire. Et ça qui serait potentiellement marqué par l'établissement de l'élection proportionnelle aux élections législatives provinciales. Enfin, du système proportionnel aux élections législatives provinciales, parce que le monsieur-là est au pouvoir avec 70% des sièges de députés québécois, avec 40% des voix. On peut penser qu'il y a un petit problème. Donc voilà pour le Québec, qui serait peut-être du coup un État-nation établi. Où est-ce que ça nous amène ? Parce que le temps passe. Il me reste 12 minutes pour revenir au sujet par l'habile pirouette rhétorique. Alors, la situation du Canada. Regardons un petit peu le lien entre le Canada, la Grande-Bretagne et les USA. Donc en 14-18, on a une participation coûteuse à la Première Guerre mondiale du Canada. Encore plus coûteuse pour le Québec, qui au début voulait pas se mobiliser. En 1931, statut de Westminster, le Canada devient indépendant de juré de la Grande-Bretagne. Notamment, il devient indépendant au niveau de sa politique extérieure. 44-47, le Canada devient protectorat américain, de facto, donc notamment l'ancêtre du NORAD. Le NORAD n'existe plus de 57, mais les mécanismes du NORAD, donc le commandement aérien unifié de l'Amérique du Nord, démarre à cette époque-là. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, globalement, le Canada est un protectorat US. Donc le résumé théorique, c'est qu'on a un pays en phase oligarchique tardive, en transition absolutiste, qui est en marge de la civilisation B, l'Amérique, sous quasi-protectorat, et qui jusqu'à il y a pas récemment, c'était une colonie, voire un dominion de la civilisation A, donc de l'Angleterre. Il produit beaucoup de matières premières. Donc le Canada a une industrie de transformation assez peu développée. Ça exporte surtout du bois, de l'aluminium, beaucoup de pétrole. Et depuis Trudeau-Fils, ça importe énormément de main-d'œuvre bon marché, au point que ça fait 10 ans que le PIB par tête n'a pas augmenté malgré 10 ou 15% d'augmentation de la population. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire ? Alors attention. Alors ceux qui suivent le canal Telegram ont droit à un petit bonus, parce qu'ils savent déjà. Il y a ça ici. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est la Sicile. C'est juste à côté de l'Italie romaine. En moins 246, la Sicile est devenue un protectorat romain après la Première Guerre punique.
sauf les villes de Messine et Syracuse qui étaient des alliés, qui avaient le statut d'alliés, de Socquie aussi. Bon, après la deuxième guerre punique, Syracuse est écrasée, donc toute l'île devient une province romaine. Et après moins 212, le fait que beaucoup de cités siciliennes soient et le statut de sujette, ça fait que Rome peut collecter tout le grain, tous les excédents de grains produits par la Sicile. La Sicile devient le grenier à blé, le réservoir de matières premières de Rome. Et la propriété latifondière se développe aussi. Alors on sait aujourd'hui, un dernier travail archéologique, que il ne s'est pas passé ce que des historiens romains, notamment du 1er siècle après Jésus-Christ, pensent qu'il s'est passé sous les Gracques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de destruction de la moyenne propriété sous la République, ni en Italie romaine, ni en Sicile. Néanmoins, il y a quand même eu le développement de très grandes propriétés où on faisait travailler des esclaves gérés par des oligarques romains. Donc ces grandes propriétés sont à la source des guerres serviles. Donc on a deux énormes révoltes d'esclaves. Première guerre servile en moins 135, la deuxième en moins 104, qui sont écrasés dans le sang. Donc les problèmes sont pas résolus par une amélioration de la situation sicilienne, ils sont juste résolus par la force. Et finalement, la Sicile elle soutient le fils de Pompée dans des guerres civiles en moins 44, et du coup Octave se venge en pillant la ville en moins 36. Et la Sicile restera du coup un réservoir de grains pour Rome pour le restant de l'Empire. Là où c'est très intéressant, c'est que on retrouve des choses canadiennes, à savoir que on a la mise en place d'un système pseudo-latifondiaire par les élites laurentiennes au Canada, qui importe de la main-d'œuvre bon marché, et qui va facilement se rapprocher d'un point de vue géostratégique du plus gros adversaire de la civilisation B. Alors au IIe siècle avant Jésus-Christ, le plus gros adversaire c'était les Séleucides en Perse. Donc le bonhomme ici sur la photo à droite, qui était le chef des insurgés en moins 135, se revendiquait de l'autorité du roi Séleucide. Aujourd'hui, on a des soupçons plus que confirmés qu'il y a de l'ingérence chinoise au Canada. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en 2019, un exercice militaire conjoint entre l'armée chinoise et l'armée canadienne était prévu sur le territoire canadien. C'est un exercice de déploiement arctique. Le chef d'état-major canadien a signifié à Justin Trudeau, qui était le premier ministre à l'époque, que c'était un petit peu moyen, fallait peut-être pas abuser, fallait pas trop pousser quand même dans cette direction-là. L'exercice a été annulé au dernier moment. Ça dit un peu un niveau d'ingérence, pour pas dire autre chose, qui a pu avoir lieu. Donc voilà. Alors, la question qui peut se poser, c'est, alors là, je suis à notre niveau de la prospective, c'est comment un pays en phase oligarchique en arrive comme ça à potentiellement se vendre en partie au plus grand adversaire de B. Et c'est la prospective pure. C'est que quand vous avez un pays qui vit sous le parapluie de B, ce qui était le cas de la Sicile, ce qui est le cas du Canada aujourd'hui, en fait, l'élite locale perd l'incitatif à maintenir, on va dire, dans l'alliance nationale, à maintenir au niveau de satisfaction des classes de la population qui fournissent l'armée. Et ça, à l'époque, en phase oligarchique, l'armée est remplie par les classes moyennes rurales. Les classes moyennes populaires, rurales et para-rurales. Donc les petites villes, dans le cas du Canada, c'était les provinces de l'Ouest. C'était pareil pour Rome. C'est la campagne qui fournissait, en tout cas au moins IIe siècle, c'est la campagne qui fournit l'armée. S'il n'y a pas besoin d'armée de masse, et s'il y a du coup il n'y a pas d'armée de masse nationale, il n'y a pas de levier politique pour les campagnes pour rester présent dans le jeu politique national. Donc le coût électoral de l'abstention rurale, il devient faible. Du coup, tous les programmes de l'élite mobilière, la clientèle rurale, elle passe à la trappe. Donc plus la défense est externalisée à une grande puissance externe, plus les classes moyennes rurales, qui sont le vivier naturel du recrutement militaire, sont négligées dans l'allocation politique. Donc je pense à creuser que c'est ce mécanisme-là qui fait que la Sicile, le Canada reproduit le mécanisme qu'on a pu voir en Sicile, et qu'il y a un risque du coup de guerre servile. Alors ça se voit dans les chiffres. En Sicile, donc à droite, on voit mise en place d'une économie latifondière, importation d'esclaves d'Orient, de minorité orientale. Au Canada, alors que le Canada avait une des plus grandes armées d'Occident en 1945, les dépenses militaires fondent. On est à 1,3% du PIB en 2023, alors que l'objectif était de 2, et Trump a signifié que ce serait pas mal qu'on passe à 5 maintenant. Les effectifs sont plafonnés, et 70% des effectifs viennent effectivement des régions rurales. Du coup, la dernière étape, ça va être quoi? Ça va être l'absorption par B. Donc le résultat des guerres serviles, c'est les légions romaines qui viennent avec leurs grosses sandales et qui écrasent qui matent un peu la révolte locale. Alors par quoi ça pourrait passer?
Moi, j'aime bien le scénario qui a commencé à se dérouler depuis l'élection de Donald Trump, qui est que Daniel Smith, qui est aujourd'hui le premier ministre de l'Alberta, donc province de l'Ouest, a prévu un référendum sur l'indépendance de l'Alberta pour 2026. Alors pourquoi ? Parce que ça fait très longtemps que l'Alberta est très anti-élite laurentienne, anti-élite de Toronto et Montréal, parce que il estime que l'Alberta, qui produit pétrole, est rançonné par la péréquation fédérale, qui prend de l'argent d'Alberta et l'envoie à ses clientèles de l'Est. En plus, les Albertains ont un tempérament très libertarien. Là aussi, c'est lié à leur modèle familial. Donc, ils aiment pas trop le goût de l'administration fédérale actuelle. Donc, si Trump est un peu rusé, ou les gens autour de lui, on va dire, sont un peu rusés, il suffirait qu'il propose une offre qui se refuse pas à l'Alberta et beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, c'est un scénario possible. Un scénario dur, un scénario soft pourrait être une intégration, on va dire, juridique sous la pression géopolitique externe beaucoup plus rapide. Genre, le NORAD pourrait être étendu à l'armée de terre, mise en commun en cas de guerre prolongée de la dette, des mécanismes qui aboutiraient à une fusion de fait du Canada dans les États-Unis d'ici 2050. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis pris dans les temps. Des questions. Petite question, Antoine, par rapport au scénario que tu soulevais d'absorption du Canada par les États-Unis. Dans ce scénario, donc, est-ce que déjà il pourrait y avoir un détachement et une indépendance du Québec? Et surtout, là c'est plus un fantasme français un petit peu. Est-ce qu'il y a, tu vois une trajectoire historiographique où le Québec, d'une façon ou d'une autre, se rattacherait à la France, ou même, pourquoi pas, à une évolution de l'Union européenne? Alors, c'est possible dans les deux cas. Alors, la première raison, c'est que, quand on lit les journaux québécois, on le sent. D'un point de vue politique interne, l'Alberta et le Québec se ressemblent pas du tout. Et souvent, ils peuvent pas se blairer. C'est très libertarien dans l'Alberta, très social-démocrate au Québec, de manière générale dans la société. Mais ils se rejoignent sur une chose, ils aiment pas le fédéral. Donc, il y a déjà eu 2 référendums sur l'indépendance du Québec, en 80 et en 95. Celui de 95 a été refusé on reste au Canada et obtenu 50,5%. Donc, on en est à des marges d'erreur brexitesques, quoi. Et si l'Alberta venait à obtenir son indépendance par un processus référendaire, qui est permis par la Constitution, les Québécois, ils vont dire, non mais on peut pas être en reste. C'est-à-dire qu'on a essayé 2 fois, on peut pas laisser les Albertains faire plus vite, mieux que nous. Donc, si ça arrive, c'est certain que les Québécois diront oui, et d'autant plus que aujourd'hui, en ce moment, le clivage politique québécois, c'est que le monsieur là, François Legault qui est ici, sa cote de popularité fond, et son électorat, il avait pompé son électorat auprès du Parti québécois, qui est un parti nationaliste et social-démocrate, et cet électorat est en train de revenir au Parti québécois, et le mot d'ordre du Parti québécois, ce serait pas mal qu'on fasse un 3e référendum, c'est que ce serait cool. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et non seulement ce serait possible, mais en plus, c'est dans l'intérêt de Trump, si Trump est vraiment dans une stratégie, on va faire éclater le Canada pour l'absorber par morceaux, c'est dans son intérêt aussi. L'Alberta saute. Si l'Alberta saute, la province à côté, qui est Saskatchewan, qui est sociologiquement très proche, le rejoindrait. Et le Québec dirait, on saute aussi. Et si Trump dit, vous pouvez garder votre social-démocratie, vous êtes indépendant, et on fait du libre-échange intégral avec vous, partenariat, etc., tapis rouge, les Québécois suivront. Donc oui, c'est tout à fait possible. Pour la suite de ta question, alors, pas forcément maintenant tout de suite, mais par contre, on sait que la Sicile a été, pendant un bon moment, fait partie de l'Empire byzantin, y compris l'Italie du Sud. Donc c'est parfaitement possible que après l'éclatement après la phase 1, le haut empire américain, quand l'empire byzantin se ramassera sur l'Europe, il y a des franges de l'Amérique du Nord qui le rejoignent. Et je pense que c'est à peu près canon, ça. Oui. Du coup, j'ai 2 petites questions. Concernant la transition entre la phase, alors la première phase et la deuxième, avec Philippe le Bel, c'est ça, et Édouard Ier en Angleterre. Et est-ce que c'est le moment où en fait il y a des espèces de prémices de constitution comme la Magna Carta, la Bulle d'Or dans le Saint-Empire et les États généraux en France? Alors pour ce qui est de la Magna Carta, oui, la Magna Carta c'est déjà un mécanisme en fait juridique
pour que le haut de la chaîne féodale se structure entre elles. En fait, c'est une sorte de pacte de famille, un pacte entre les grands féodaux pour dire on se met ensemble, les règles du jeu entre nous, c'est ça. Donc oui, ça répond clairement à cette logique-là. La Magna Carta, c'est pas un mécanisme, on va mettre en place un parlementarisme, on va étendre le sélectorat, on va faire voter les gens, c'est pas démocratique. La Magna Carta, ça répond vraiment à nous, barons, comment on va se structurer entre nous et comment on va faire en sorte d'empêcher un suzerain de nous dépasser. Du coup, c'est un peu ce que je retrouvais dans les premiers états généraux de Philippe le Bel quand il arrête les Templiers, et il s'appuie sur la noblesse et la bulle d'or en fait dans le Saint-Empire où au bout d'un moment on limite le pouvoir des princes électeurs et également de l'empereur en fait. Et du coup ma deuxième question c'est quid du Groenland? Est-ce que le Groenland n'est pas du coup plus proche de la Sicile en termes de superficie pour les États-Unis du coup et en plus il fait partie de la civilisation A techniquement vu qu'il est toujours je crois rattaché au Danemark à l'heure actuelle. Est-ce que ce serait pas du coup un point d'appui vu que Trump en tout cas ils sont déjà rendus pour faire de la production d'annexion dessus? Globalement, l'Amérique a les moyens d'acheter, si ce n'est le Canada, le Groenland lui-même a les moyens d'acheter sa population. Hein. Si chaque Groenlandais reçoit $1 million en échange de ralliement, ils vont pas râler. Les États-Unis ont déjà des territoires qui sont pas des États. Porto Rico appartient aux États-Unis, Guam appartient aux États-Unis. Ça fait pas si longtemps que ça que l'Alaska et Hawaï sont devenus des États. Donc c'est pas interdit l'Alaska a été acheté aussi. Donc c'est pas interdit de penser que si Poutine avance beaucoup et commence à menacer le Danemark ou la Scandinavie, il y a un échange qui soit en mode écoutez maintenant le Groenland c'est à vous, c'est à nous et puis on vous aide. Sachant que c'est des choses qui ont déjà eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique et les États-Unis ont occupé de facto l'Islande, par exemple, qui était sur le chemin des sous-marins, des convois nord-atlantiques, et une base un point d'appui contre les sous-marins allemands. Ils n'ont pas demandé l'autorisation des Islandais. Ils sont arrivés, ils ont dit on va y aller poli, on va pas saccager personne, mais on est là, quoi. Ça a été une violation de fait de l'indépendance islandaise. On a fait pareil avec l'Iran, mais comme l'Iran c'est des barbares, les Occidentaux s'en souviennent moins, mais en 41-42, les Britanniques ont envahi l'Iran sauvagement. Donc ça peut passer par là. Oui. On va devoir s'arrêter là pour les questions. Mais ma question. J'ai découvert la modification du diagramme avec le sélectorat et la ligne de décompression historique. Et je me pose une question sur le cas du Québec versus des Canadiens anglais. Ouais. Est-ce que c'est la taille du territoire sur lequel ils sont installés qui leur a permis de pas du coup se décompresser? Oui, de mon point de vue, oui, parce que le Québec est un climat réellement rude, plus rude que la Nouvelle-Angleterre, plus rude que la Virginie, que les Appalaches, la Géorgie et autres. Donc, surtout avec les moyens techniques du XVIIe siècle, la vallée du Saint-Laurent exploitable, en dehors, c'est très difficile. Donc, non seulement tout le monde est entré par les mêmes canaux, tout le monde se connaissait, on n'est pas très nombreux, tout le monde continue à parler en français sous l'office du roi, mais en plus, tout le monde est localisé à peu près au même endroit. Il a fallu du progrès technique pour que les Québécois puissent commencer à coloniser des parties du sud de Québec qui paraissent relativement proches aujourd'hui, mais c'était en fait juste la forêt à l'époque, et sans la machine à vapeur et sans pétrole, c'était dur à exploiter. Donc oui, la géographie contribue largement au fait qu'il n'y a pas eu de décompression. D'ailleurs, un truc intéressant, c'est que j'ai aussi fait transpirer ChatGPT sur le cas de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, en lui donnant voilà les marqueurs. Il m'a dit vu ce que tu m'as demandé comme marqueur, oui, l'Australie est une république oligarchique, qu'elle a eu son reboot, et c'est une république oligarchique finissante. Et mécanisme intéressant, on se pose la question depuis longtemps, la Nouvelle-Zélande ne l'est pas, parce que elle serait restée une démocratie parlementaire, très probablement parce que c'est un territoire beaucoup plus petit, il n'y a pas eu de décompression. En fait. Donc c'est une option, mais ça conforterait le concept de décompression, mais